Et on en parle avec vous, Emmanuel Navon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. C'est crédible, selon vous, cette influence d'Israël, ce rapport qui aurait changé la donne dans la livraison de missiles S-300 à l'Iran? Ce qui est clair, c'est qu'il y a aujourd'hui une communication très étroite entre Israël et la Russie, qui n'existait pas, bien entendu, au moment de la guerre froide. Au moment de la guerre froide, l'Union soviétique soutenait tous les pays arabes ennemis d'Israël. Depuis le rétablissement des relations diplomatiques de 1991, et plus particulièrement ces dernières années, il y a une véritable coordination, je ne dirais pas coopération, mais coordination militaire et sécuritaire entre les deux pays. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qui a changé? Bien, je pense qu'aujourd'hui, la Russie, d'abord, nous avons cette ligne de communication qui n'existait pas dans le passé. Et il y a d'abord des liens personnels entre Vladimir Poutine, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mais également de nombreux ministres et députés russophones dans le gouvernement israélien qui ont une ligne directe de communication. Et je pense que la Russie comprend également. La Russie lit la carte du Proche-Orient et, comme toute puissance, voit quels sont les pays qui comptent dans la région. On ne peut plus aujourd'hui ignorer évidemment Israël. Donc la Russie ne peut pas complètement faire fi de la puissance d'Israël dans la région. Et n'oubliez pas que la Russie, oui, effectivement, la Russie a ses propres intérêts qui coïncidèrent rarement avec ceux d'Israël, mais cela ne signifie pas que la Russie a un intérêt à armer le Hezbollah. La Russie aujourd'hui a un intérêt effectivement à préserver Bachar Assad ou ce qui reste de son régime. Elle a effectivement beaucoup poussé et beaucoup collaboré avec l'Iran sur le programme nucléaire, mais cela ne signifie pas que la Russie soit pro-Hezbollah. Donc lorsque Israël prouve à la Russie ou prétend que les missiles en question étaient destinés au Hezbollah, je pense que la Russie a toutes les raisons du monde de ne pas permettre un tel transfert de missiles, d'autant plus que, comme l'a dit votre reportage, cela faisait partie du contrat d'armement entre la Russie et l'Iran. Oui, alors vous parlez du rôle du Hezbollah, la Russie qui n'a pas intérêt à voir le Hezbollah s'armer en tout cas contre Israël. Et d'ailleurs, Moscou a rassuré également Israël récemment sur la guerre en Syrie, puisqu'Israël s'inquiète de voir cet axe Hezbollah-Syrie-Iran se renforcer. C'est vraiment une menace pour le pays aujourd'hui? Alors pour Israël, il faut bien comprendre qu'il y a là un paradoxe, parce que d'un côté, Israël, bien entendu, est contre l'axe Iran-Hezbollah, et Bachar al-Assad fait partie de cet axe. D'un autre côté, Bachar al-Assad pour Israël est un moindre mal en termes de ce qui reste du régime qu'une prise en force par l'État islamique ou Jabhat al-Nusra. Et donc il y a là effectivement pour Israël un paradoxe, c'est-à-dire que Israël, bien entendu, n'est pas intéressé de voir la Syrie tomber aux mains de l'État islamique, mais d'un autre côté, Israël n'est pas non plus favorable à cet axe, comme je l'ai dit, chiite, Iran, Assad, Hezbollah. Bien entendu, Israël n'a pas de choix dans cette région entre de bonnes et de mauvaises solutions, mais entre deux mauvaises solutions. Il reste néanmoins, il semble-t-il, que pour l'armée et pour le gouvernement, il semble que Assad soit un moindre mal, mais pas au point, bien entendu, de renforcer trop le Hezbollah et l'axe Iran-Hezbollah. Alors vous l'avez dit, Israël contre Daesh, finalement tous contre Daesh, c'est le slogan qui justifie aujourd'hui des bombardements de la part des Russes, des bombardements également de la part de la Turquie, mais finalement les Russes en profitent pour affaiblir l'opposition syrienne modérée, la Turquie en profite pour affaiblir les Kurdes. Finalement, on a l'impression que le règlement du conflit n'est pas une priorité pour les principaux acteurs, les principales puissances. Il y a trop d'intérêts contradictoires entre les puissances qui sont impliquées dans ce conflit. Les États-Unis, eux, veulent éliminer l'État islamique. La Russie, elle, veut préserver ce qui reste du régime d'Assad. Et les Turcs, eux, veulent empêcher à tout prix l'émergence d'une entité kurde indépendante. Et quand on fait le calcul de tout ça, ou on met tous les chiffres ensemble et toutes les données ensemble, on s'aperçoit qu'effectivement, il est impossible de trouver un véritable modus vivendi. Alors effectivement, on est arrivé à plus ou moins un cessez-le-feu qui semble tenir plus ou moins, mais cessez-le-feu, ça ne signifie pas une solution politique. Le fait que, pour l'instant, il semble qu'il y ait un cessez-le-feu qui semblerait tenir plus ou moins ne signifie pas qu'il y a au bout du compte une véritable solution politique, encore une fois, essentiellement parce qu'il y a trop d'intérêts contradictoires entre les puissances qui sont impliquées dans cette guerre civile. Il faudra garder ça en tête lors de ces négociations qui vont reprendre cette semaine. Merci Emmanuel Navon pour cette analyse. En tout cas,